C'est le même qu'autrefois, un sale voyou de brasserie. Et puis j'en ai assez, j'en ai plein le dos. Eh bien c'est ça, divorçons mon petit loup, divorçons. Au moins de cette façon nous compléterons la série et nous ne ferons pas tâche parmi nos invités. On s'aperçut aussi que l'argenterie manquerait, qu'il manquerait de la vaisselle et des cristaux. Ils durent en louer, et louer des chaises également, car ils n'en avaient que 15. Encore était-elle dépareillée. Enfin, le menu fut commandé à l'un des grands restaurateurs du boulevard. « Que ce soit ultra chic », recommanda madame Charigot, « et qu'on ne reconnaisse rien de ce qu'on servira. Des émincés de crevettes, des côtelettes de foie gras, des gibiers comme des jambons comme des gâteaux, des truffes en mousse et des purées en branches, des cerises carrées et des pêches en spirale. Enfin, tout ce qu'il y a de plus chic. » « Soyez tranquille, affirma le restaurateur. Je sais si bien déguiser les choses que je mets au défi quiconque de savoir ce qu'il mange. C'est une spécialité de la maison. » Enfin, le grand jour arriva. Monsieur se leva de bonne heure, inquiet, nerveux, agité. Madame, qui n'avait pu dormir de toute la nuit, fatiguée par les courses de la veille, par les préparatifs de toutes sortes, ne tint pas en place. 5 ou 6 fois le front plissé, haletante, trépidante, et si lasse qu'elle avait, disait-elle, le ventre dans les talons, elle passa la dernière revue de l'hôtel, dérangea et remit sans raison des bibelots et des meubles, alla d'une pièce dans l'autre, sans savoir pourquoi, et comme si elle eût été folle. Elle tremblait que les cuisiniers ne vinssent pas, que le fleuriste manquât de parole, et que les invités ne fussent point placés à table selon la stricte étiquette. Monsieur la suivait partout, vêtu seulement d'un caleçon de soie rose, approuvant ci, critiquant là. « J'y repense, disait-il. Quelle drôle d'idée tu as eue de commander des centaurés pour la décoration de la table. Je t'assure que le bleu en devient noir à la lumière. Et puis les centaurés, après tout, ça n'est que des simples bleuets. Nous aurons l'air d'aller cueillir des bleuets dans les blés. »« Ah, des bleuets, que tu es agaçant !»« Mais oui, des bleuets. Et les bleuets, Kimberley l'a fort bien dit l'autre soir chez les Rothschild, ça n'est pas une fleur du monde. Pourquoi pas aussi des coquelicots ? » ?»« Laisse-moi tranquille, répondait madame. Tu me fais perdre la tête avec toutes tes observations stupides. C'est bien le moment, en vrai. Et monsieur s'obstinait. Bon, tu verras. Pourvu, mon Dieu, que tout se passe à peu près bien, sans trop d'accidents, sans trop d'accros. Je ne savais pas que d'être des gens du monde, ce fût une chose si difficile, si fatigante et si compliquée. Peut-être aurions-nous dû rester à de simples voyous. Et madame grinçait. Parbleu, je vois bien que cela ne te changera pas. Tu ne fais guère honneur à une femme. Comme il me trouvait jolie et fort élégante, mes maîtres m'avaient distribué aussi un rôle important dans cette comédie. Je devais d'abord présider le vestiaire et ensuite aider ou plutôt surveiller les 4 maîtres d'hôtel, 4 grands lascars à favoris immenses, choisis dans plusieurs bureaux de placement pour servir cet extraordinaire dîner. D'abord, tout alla bien. Il y eut cependant une alerte. À 9h moins un quart, la comtesse Fergus n'était pas encore arrivée. Si elle avait changé d'avis et résolu au dernier moment de ne pas venir. Quelle humiliation! Quel désastre! Les Charigot faisaient des tests consternés. Joseph Brigard les rassura. C'était le jour où la comtesse présidait son œuvre admirable des bouts de cigare pour les armées de terre et de mer. Les séances, parfois, finissaient très tard. « Quelle femme charmante !» s'extasiait madame Charigot, comme si cet éloge eût le pouvoir magique d'accélérer la venue de cette sale comtesse que dans le fond de son âme elle maudissait. « Et quel cerveau !» surenchérissait Charigot, en proie au même sentiment. L'autre jour, chez les Rothschild, j'ai eu cette sensation qu'il fallait remonter au siècle dernier pour retrouver une si parfaite grâce et une telle supériorité. Et encore, surabondait Joseph Brigard. Voyez-vous, mon cher monsieur Charigot, dans les sociétés égalitaires et démocratiques,
Il allait débiter un de ces discours mi-galants, mi-sociologiques qu'il aimait à colporter de salon en salon lorsque la comtesse Fergus entra, imposante, majestueuse, dans une toilette noire brodée de jais d'acier qui faisait valoir la blancheur grasse et la molle beauté de ses épaules. Et ce fut dans un murmure, dans un chuchotement d'admiration que l'on gagna cérémonieusement la salle à manger. Le commencement du dîner fut assez froid. Malgré son succès, peut-être même à cause de son succès, la comtesse Fergus se montra un peu hautaine, du moins trop réservée. Il semblait qu'elle affectât d'avoir condescendu jusqu'à honorer de sa présence l'humble maison de ces petites gens. Charigot crut remarquer qu'elle examinait avec une moue discrètement, mais visiblement méprisante, l'argenterie louée, la décoration de la table, la toilette verte de madame Charigot, les 4 mètres d'autel dont les favoris trop longs trempaient dans les plats. Il en conçut de vagues terreurs et des doutes angoissants sur la bonne tenue de sa table et de sa femme. Ce fut une minute horrible. Après quelques répliques banales et pénibles, échangées à propos de futiles actualités, la conversation se généralisa peu à peu et finalement s'établit sur ce que doit être la correction dans la vie mondaine. Tous ces pauvres diables et diablesses, tous ces pauvres bougres et bougresses, oubliant leurs propres irrégularités sociales, se montrèrent d'une sévérité étrangement implacable envers les personnes chez qui il était permis de soupçonner non pas même des tares ou des taches, mais seulement un manquement ancien à la soumission, au respect des lois mondaines, les seules qui doivent être obéies. Vivant en quelque sorte hors leur idéal social, rejetés pour ainsi dire en marge de cette existence dont ils honoraient comme une religion la correction et la régularité perdues. Ils s'imaginaient sans doute y entrer en chassant les autres. Le comique de tout cela était vraiment intense et savoureux. De l'univers ils firent 2 grandes parts. D'un côté, ce qui est régulier, de l'autre, ce qui ne l'est pas. Ici, les gens que l'on peut recevoir, là, les gens que l'on ne peut pas recevoir. Et ces 2 grandes parts devinrent bientôt des morceaux, et les morceaux de menues tranches, lesquels se subdivisèrent à l'infini. Il y avait ceux chez qui l'on peut dîner, et aussi chez qui l'on peut aller seulement en soirée. Ceux chez qui l'on ne peut dîner et où l'on peut aller en soirée, ceux que l'on peut recevoir à sa